Bon, les amis, on se retrouve pour un nouveau coup tordu. Je vais pas parler trop fort. Il y a ma femme qui est en train de dormir à côté. Je retrouve en format vidéo hein, exceptionnellement pour la preview de cette première étape du Tour Down Under. Pas de podcast audio cette semaine. Hein, j'ai pas mon matériel de podcast avec moi, donc exceptionnellement, quand je vous ferai des previews pour les étapes du Tour Down Under, ça sera ici même sur la chaîne du Coup Tordu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, le Coup Tordu, c'est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent avec Thibaut et Enzo, on vous a fait une grande preview générale de ce Tour Down Under 2026. Puis pour les bonnes nouvelles, je vous annonce qu'on aura un invité la semaine prochaine. On aura Flo Pigeon, un Florian Pigeon d'Eurosport. On viendra parler de la nouvelle saison qui débute et voilà des programmes, le vélo qui reprend, on est comme des dingues. Et bien évidemment chez les copains d'Eurosport. L'année dernière, on avait eu Louis-Pierre Frileux pour attaquer l'année. Il y a 2 ans, on avait eu Guillaume Di Grazia, à qui on pense évidemment. Et puis là, on aura Flo Pigeon. Voilà, c'est un petit peu la tradition dans le coup tordu d'attaquer l'année avec un poteau d'Eurosport. Donc Flo Pigeon, ça sera la semaine prochaine dans le coup tordu. Alors, on va analyser cette première étape du Tour Down Under après le prologue qui a eu lieu aujourd'hui, qui a vu la victoire de Sam Watson. J'étais parti sur une victoire de Jevine, mais vraiment une micro mise parce que je trouvais que la cote était value. Alors déjà, avant toute chose, hein, je rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques. On fait pas n'importe quoi. Faites du management de bankroll, bien évidemment. Voilà, je vous le redirai jamais assez. Et dans le lien de l'épisode, je vous laisse le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Je n'incite absolument personne à jouer. Un petit mot également rapidement, actualité vélo. Vous le savez, hein, dans le coup tordu, il y a un jeu qu'on adore, un jeu de fantasy. C'est Side Limit. Il y a eu un petit événement juste avant que j'enregistre cet épisode en vidéo. Paul Sexas, sa carte, la première carte de Paul Sexas a été mise aux enchères sur Side Limit. Donc c'est la carte bleue, hein, la carte la moins chère. Et le record historique de la carte la plus chère de Side Limit a littéralement explosé. Je crois que le précédent record c'était 92 dollars au tout début du jeu. C'était pour une carte de Nizzolo il y a 3 ans. Et là, 130 dollars 68. Donc voilà, record battu pour la carte bleue de Paul Sexas. Et je vous rappelle qu'on a un code de parrainage. Hein. On n'est pas partenaire de Side Limit. C'est simplement un jeu qu'on aime bien. Il y a un code de parrainage pour intégrer le jeu. Le code de parrainage du coup tordu, c'est coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc on va sur cette première étape du Tour Down Under, donc après le prologue, l'étape de Tanunda, alors qui est le copier-coller parfait de l'étape qu'on avait vue l'année dernière, qui avait vu la victoire de Sam Westford. Parcours assez court, hein, quand même moins de 150 bornes, c'est quand même relativement court. On a un petit peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Alors si vous prenez les profils sur Pro Cycling Stats, vous allez avoir l'impression que ça monte, ça descend tout le temps, mais non, il n'y a rien de très méchant. Et à 97-98%, on devrait avoir un sprint massif pour cette première étape du Tour Down Under. Un petit mot de la météo également, il va faire beau, il va faire chaud et le vent sera quasi nul dans la ligne droite finale. C'est très peu technique, hein, c'est une grande ligne droite, c'est très large. Il y aura un petit vent d'eau de 4-5 km/h, mais franchement, ça n'aura absolument aucune influence sur le sprint. Alors, évidemment, pour préparer son sprint, faut aller regarder un petit peu les équipes en place, faut regarder un petit peu la force des trains, parce que sur des grandes lignes droites comme ça, forcément, les trains vont avoir leur importance, bien évidemment. Alors moi, au niveau des trains, ce qui me plaît beaucoup, j'aime bien le train du AE. Voilà, j'aime bien vraiment le train du AE. On sait que Narvaez, que Vine vont de toute façon devoir être placés dans le final. Donc on va placer les leaders. Et donc, du coup, Jean Seb va se retrouver placé. Hein. C'est complètement cohérent de jouer la gagne avec un leader d'un côté et également d'avoir un sprinter à placer dans le final. Les deux sont complètement jouables. Donc vraiment, le train des UAE est vraiment très bon pour Jean-Sébastien Molano. Du côté des Ineos, alors on a Sam Welsford. Je trouve que l'équipe n'est pas vraiment constituée pour une équipe de sprinters. Maintenant, le duo Watson-Welsford peut faire des étincelles. Maintenant, le problème, c'est que Welsford vient juste d'arriver dans l'équipe. On imagine qu'ils ont pu travailler les automatismes pendant l'hiver. On sait aussi que Sam Welsford, le Tour de Under, c'est sa course. Hein. Ça fait 2 ans qu'il y brille. Il est à domicile, il le prépare. C'est quasiment son pic de forme pendant l'année. Après, des fois, il part sur la piste. Il s'éteint un petit peu. Donc lui, c'est vraiment son game. De toute façon, c'est une course dans laquelle on voit très régulièrement les Australiens au meilleur de leur forme. Donc le duo peut faire des étincelles avec Ben Swift également en P2. ProRite peut éventuellement être une surprise. On sait que du côté des Alpecin, alors on n'a pas ramené la grosse équipe du côté des Alpecin, mais en tout cas on a toujours une belle culture du sprint. Tom
Kuntenberg pour la Lidl Trek. Alors pareil, je trouve que le train, pas terrible, on a Mosca, mais c'est pas incroyable, incroyable. J'aime beaucoup le train des NSN, vraiment, vraiment, vraiment. Vernon qui a terminé deuxième du prologue, on devrait jouer pour lui, hein, pour qu'il aille chercher le maillot de leader, avec Stewart et Corbin Strong. Alors Corbin Strong est peut-être pas forcément habitué à faire poisson pilote, il va peut-être sprinter de son côté. En tout cas, Jack Stewart comme PP, ça peut vraiment, vraiment être pas mal. Je pense que du côté de la Red Bull Bora, on va reparler un petit peu plus tard dans cet épisode, hein, je vous donnerai mon pronostic. Je pense qu'on devrait jouer pour Lawrence Pitty, entre Van Poppel et Pitty. Pitty avait déjà fait un top 10 l'année dernière, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. La Soudal, j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Alberto Dainese. Vraiment, voilà, ça pour moi, c'est une grosse attente sur Alberto, Casper Pedersen qui vient le tracter en poisson pilote. Ça pour moi, voilà, c'est vraiment un truc que j'attends. Il y a toujours un bonus il y a toujours un bonus pour les sprinters quand ils arrivent à la Soudal. Il y a un bonus quand ils arrivent. Il y a un malus quand ils s'en vont. Donc vraiment, Alberto Dainese, ça fait des mois que j'attends de voir ce que peut donner Alberto avec la Soudal. Il y a un bon poisson pilote, il n'y a pas non plus avec la grosse équipe. Mais Alberto, je suis vraiment pressé de voir. Après, on a Mathieu Brinan pour la Visma. Alors, je n'aime pas du tout le train de la Visma. Voilà, je suis pas fan du tout. Je pense que Brinan, c'est un sprinter fatigué. Pour moi, ça me paraît un petit peu trop facile pour lui. Après, on a une dernière, je ne l'ai pas dit, hein, mais on a une dernière ligne droite en léger faux plat montant à 1,4%. Bon, autant dire que pour des coureurs professionnels, c'est rien, mais ça peut avoir son importance. Brinan, je le catalogue pas forcément comme les purs sprinters, hein. Pour moi, il est vraiment sur les qualités de Wout van Aert. Pour l'instant, moins grimpeur évidemment, parce que Wout a eu des perfs en montagne incroyables. Mais pour moi, Brinan, c'est un classic man. Classic man qui va très très vite. Je le mets plutôt dans cette catégorie-là, plutôt que dans la catégorie des purs sprinters. Donc sur un parcours et facile, il peut être mis à mal. Et enfin, on a Gislar pour la Tudor, qui vient notamment avec notre ami Marius Mayhofer, qui est un très très bon, qui peut faire aussi très très bon poisson pilote. Donc il peut aussi créer la surprise. Alors évidemment, c'est la reprise, premier sprint de la saison. Au niveau des books, les favoris à 2,50, c'est Matthew Brinan et Sam Welsford. J'aurais pas forcément classé les choses comme ça. Welsford, ouais, mais pour moi, il y a zéro value, hein. Je l'aurais plutôt l'année dernière, sur la même étape, il sortait à 6. Donc je l'aurais plutôt évalué aux alentours de 4-5. Il y a vraiment des incertitudes sur la manière dont il va s'entendre avec ses nouveaux coéquipiers. Je trouve qu'il y a une vraie value sur Juan Sebastian Molano, la cote à 29. Après, Jean-Seb, il souffle un peu le chaud et le froid. C'est un peu compliqué. Le troisième favori, c'est Vernon. Il est à 10, pareil. Très très compliqué. Très très compliqué de se positionner sur Ethan Vernon. Donc pour moi, énorme value. Voilà, value pour moi, Dainese, ça se tente. La cote à 30, ça se tente. Donc voilà. Alors je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui m'intéresse. Moi, sur cette première étape du Tour de Under, il y a un match-up qui m'intéresse énormément. C'est Danny Van Poppel. Alors je vais revenir sur une interview que Danny Van Poppel a donnée pour un site hollandais. Danny Van Poppel, il a repris sa saison assez tard. Il a été malade au début du mois de janvier. Il l'a dit clairement, pour lui, le Tour de Under, c'est un entraînement. Voilà, il vient faire un bloc d'entraînement. Alors, il a dit que ça pouvait revenir vite, mais il attend absolument rien de ce Tour de Under. De l'autre côté, dans la même équipe, on a Lawrence Pitty qui est à domicile, qui a fait top 10 l'année dernière. Euh, pour moi, ça va jouer pour Lawrence Pitty. Et même si Van Poppel veut faire le sprint, en principe, il n'est pas prêt. Voilà, il le dit lui-même. Alors après, évidemment, sur un sprint, sur un effort, si ça roule pas trop, si ça musarde un peu, sur un effort de 10, 15, 20 secondes, évidemment, il peut faire quelque chose. Mais en théorie, voilà, on a quand même l'info que Van Poppel est en phase de reprise et il le dit lui-même, il n'est pas en forme. Alors il y a un match-up qui m'intéresse. Il est opposé à Tobias Land Andresen. Donc du côté de la Décathlon, je trouve qu'on vient avec une très belle équipe. On vient avec un très très beau train. Ça me paraît très solide. On sait que du côté de la Décathlon, d'ailleurs, je vous invite à retourner voir l'interview de Dominique Serriès, chez nos amis de Vélo Futé. On a un vrai pôle sprint. C'est quelque chose qu'on développe cette année chez Décathlon, notamment avec l'arrivée de Olaf Koy. Donc Koy doit être le sprinter principal et Land Andresen est le sprinter numéro 2 de l'équipe.
vous êtes tous au courant, Olaf Koy a un vilain virus. Il devrait rater une partie du printemps. Puis un virus, ben, on l'a vu l'année dernière avec Christophe Laporte, hein, un virus, quand ça démarre, on sait quand ça démarre et malheureusement, on ne sait pas quand ça se termine. Donc on risque d'avoir une longue indisponibilité d'Olaf Koy. Pour Land Andresen, clairement, il y a des tickets, il y a des places à prendre. Si sur perf et que Koy est pas revenu en forme d'ici à cet été, il y a peut-être une place à aller chatter sur le Tour de France. Pour moi, il a tout intérêt déjà à arriver à 100% de ses capacités sur ce Tour Down Under et avec une équipe qui, je pense, n'est pas venue là pour rigoler. On l'a vu avec Gautra qui a déjà fait un très très bon prologue. Donc je pense qu'il vient avec clairement le couteau entre les dents. Donc il y a un match-up qui vraiment m'intéresse, c'est Tobias Land Andresen qui est outsider à 2,19 contre Danny Van Poppel. Voilà, pour moi, c'est assez énorme. Alors après, ceux qui suivent le coup tordu savent parfaitement ce que je pense des match-ups. J'ai eu un bilan catastrophique sur les match-ups l'année dernière. Donc, j'ai envie de dire que si j'étais en confiance sur ce côté-là du betting, je crois que l'année dernière, je vous donne mon bilan, ça m'a mangé mon bilan sur l'année. Hein. Sur 17 match-ups, j'en ai eu 16 perdants. Ça a été une véritable purge. Maintenant, je ne m'interdis pas non plus entièrement de faire des match-ups. C'est exactement ce que je m'attendais à avoir des books au niveau des pronostics. Donc, une cote à 2,19 pour Land Andresen, pour moi, ça me paraît assez énorme. Alors, j'aurais été en confiance, j'aurais mis 0,5 de bankroll. Tu vois, les probabilités d'occurrence me mettaient, parce que pour moi, on est quand même sur un bon 75-25, voire un 80-20, quoi. Alors, je vais me limiter un peu. Voilà, je vais me freiner un peu. Je vais partir sur 0,3% de bankroll. Si ça passe, eh ben, on sera déjà content. 0,3% de bankroll. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les gestions de bankroll, c'est 30 euros sur une bankroll à 10 000 euros, c'est 15 euros sur une bankroll à 5 000 euros, c'est 3 euros sur une bankroll à 1000 euros. Voilà, je vous engage pas à jouer sur des très très grosses bankrolls ou en tout cas voilà jouer vraiment des petites portions de votre bankroll. Moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc ça sera vraiment mon gros pic pour cette étape, à savoir donc Land Andresen devant Danny Van Poppel, 0,3% de bankroll, cote à 2,19 et le deuxième pic qui m'intéresse. Si je mets pas un petit truc sur Alberto Dainese, je vais m'en vouloir. Alors désormais les books sont très frileux à sortir les top 3. Ils attendent vraiment le dernier moment pour nous sortir des top 3. Voilà, ils attendent, si vous voulez, que les cotes tombent sur les vainqueurs. Et ensuite, ils ajustent. C'est pour ça que, par exemple, dans le podcast d'hier, je vous propose la victoire de Jevine, dit je vais peut-être prendre un top 3. Jevine, il sort à 30, 34 en vainqueur et il sort seulement à 4 en top 3. Alors que vainqueur à 30, pour moi, top 3, on aurait dû avoir au moins du 6 ou 7, quoi. Ça me semblait être un petit peu le minimum. Là, Alberto Dainese, si vous voulez, la cote elle est à 30, victoire. Donc je vais prendre un 0,02% de bankroll. On va mettre une petite pièce, voilà, on va mettre 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros pour la victoire d'Alberto Dainese. Voilà, je ne m'interdis pas aussi d'aller placer du top 3 si jamais j'arrive à trouver des cotes intéressantes. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au moment où je suis en train d'enregistrer ce vidéocast, preview vidéo, j'ai pas encore les cotations. Si vous voulez, j'ai pas encore les cotations top 3, donc ça se trouve, je vais vous dire voilà que je vois bien du Dainese, ça va peut-être appuyer sur Dainese. Des fois, les bookmakers regardent eux-mêmes le coup tordu et diminuent les pics en fonction de ce qu'on donne. Voilà, on est dans un des podcasts de cyclisme les plus écoutés en France. On sait qu'ils ont les radars sur nous. Donc voilà. Donc si Alberto Dainese, évidemment, le top 3. Pour moi, jusqu'à 4-5, ça reste encore à très value, quoi, malgré tout. Donc je pense qu'il y aura aussi un petit top 3 d'Alberto Dainese. Alors après, voilà, quand je suis sur 0,2% de bankroll, 0,02, généralement, on va dire que voilà, sur la cote podium, je multiplie par 3. C'est à peu près le truc. Donc ce sera peut-être 0,06, peut-être 0,08. On verra. On verra en fonction de la cotation. Donc voilà, je vous redonne mes pics pour cette première étape du Tour Down Under. On va partir sur le match-up Tobias Land Andresen qui bat Danny Van Poppel à 2,19, 0,3% de bankroll. La victoire d'Alberto Dainese à 30, 0,02% de bankroll. Et le top 3 d'Alberto Dainese, dont je n'ai pas encore les cotes, sera également une probabilité. Pour ceux qui débutent dans le betting, je vous rappelle également que sur cette chaîne, remontez un petit peu les vidéos, je vous ai fait un guide complet pour parier sur le cyclisme en 2026.
pour ceux qui veulent débuter, qui veulent avoir des bases pour débuter. Encore une fois, je n'incite absolument personne. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et j'ai également mis des petites piqûres de rappel, voilà, pour ceux qui reprennent tranquillement, qui ont envie de voilà, revoir un petit peu les bases. Bien évidemment, je rappelle que seulement 2% des joueurs sont gagnants. C'est extrêmement dur de gagner. Moi, je suis pas le mec qui va vous dire de faire des combinés à n'en plus finir. Je suis pas le mec qui va vous dire qu'on peut devenir riche avec les paris sportifs. Déjà, jouer pour ne pas perdre, c'est déjà pas mal. Ne pas jouer, déjà, c'est pas perdre. Donc, c'est aussi une bonne initiative. Et puis, vous retrouvez un petit peu tout ça sur on va dire, sur voilà, dans la chaîne YouTube du Coup Tordu. On vous fait des petits récaps vraiment sur tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, on vous le dit assez régulièrement. Donc, je compte sur vous pour tout ça. Voilà, pour jouer de manière intelligente, ça doit rester un loisir. C'est pas un gagne-pain. C'est encore moins un métier. Voilà, ça doit rester un amusement, un loisir. Mais, on doit le faire sérieusement pour essayer de gratter un petit billet. Ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche du Coup Tordu dès qu'il y a une vidéo qui sort comme ça, vous êtes au courant, vous êtes parmi les premiers arrivés. Et on se retrouvera peut-être demain à nouveau, exclusivement en vidéo sur la chaîne YouTube du Coup Tordu pour la preview de la deuxième étape. Je vous rappelle également que vous avez Thibaut qui vous prépare une preview sur son site Going Full Gas, qui relance, et Enzo et toute l'équipe de The Big Gear également qui vous ont mis une preview donc sur le site The Big Gear. Voilà, donc allez mater tout ça, vous aurez des petits détails supplémentaires encore sur tout ce que je vous ai dit, et puis vous aurez également les pronos de Thibaut et d'Enzo. Allez, ciao les amis, on se retrouve très vite pour un nouveau Coup Tordu.